Bonjour et bienvenue dans Retour de séance. Bonjour Jérémy. Bonjour Clément. Ça va ? Impeccable et toi ? Bien bien. Aujourd'hui nous allons vous parler de The Lighthouse de Robert Eggers. Un film sorti en 2019 avec principalement Willem Dafoe et Robert Pattinson. En réalisateur, donc comme tu l'as dit, on a Robert Eggers qui a fait The Witch et The Northman juste après. Donc c'est quand même des films qui ont beaucoup fait parler d'eux. Oui. Alors personnellement, je les ai pas vus. Non plus. J'avais Malheureusement. vu... Alors sur le papier, The Witch forcément m'intéressait, mais il est quand même pas super bien noté. Et il fait un peu partie de cette to-do list qu'on a tous, mais la deuxième, tu sais. Pas la principale, celle que... Pas en haut de la tier quand, list. quand j'aurais pas trop de trucs à regarder, je regarde ça, puis en fait on regarde jamais. On fait tous ça. Même vous, à la maison, je suis sûr. Et bizarrement, moi je voulais voir son troisième film, The Northman. Moi aussi, Voilà, mais on c'était m'a... moins horreur du coup, mais... Et tout le monde m'a dit, ouais, non, c'est pas terrible. Il y a eu mauvaise presse. Apparemment graphiquement c'est très beau, de ce que j'ai vu, mais oui, c'est vrai que c'est un peu fait déglinguer. Et au niveau du scénario, donc on a Robert Eggers et son frère, Max c'est Eggers. ça. Voilà, les deux frères. Alors pourquoi un épisode sur ce film ? C'est toi qui me l'as conseillé. Oui. En plus, tu m'as dit, tu pensais que ça allait me plaire à fond. Et c'est vrai que sur le cahier des charges, il y avait tout pour que ça me plaise. Il y avait tout. Du noir et blanc, un truc un peu weird quand même. Oui, exactement. Très bizarre, un peu auteur aussi, quand même. Oui, On est quand sur même. un film On n'est d'auteur. pas sur un film hyper accessible, on va dire ça comme ça. Il y a cette petite mini-couche horreur. J'ai vu que sur certains sites, il était classé en horreur, alors que ça l'est pas du tout, pour moi. Non, on est plus... du fantastique, oui. Horreur, non, Ouais. Ouais, c'est discutable, le côté horrifique. Donc c'est toi qui me l'as conseillé, puisque tu l'avais déjà vu, et ouais, moi toujours curieux, et ça faisait un moment que j'avais envie de voir un film de ce réalisateur-là, mais j'en avais pas plus entendu parler que ça. C'est toi qui me l'as fait découvrir. Et donc toi, tu l'as découvert comment d'ailleurs ? Alors moi, c'est pour une raison un peu... un peu bête. C'était le premier film que j'ai vu de Robert Pattinson, en dehors de tout ce qu'il a pu faire avec sa saga Twilight, toute cette période adolescent beau gosse qu'il avait construit. Et du coup, j'étais très intrigué parce que Robert Pattinson fait partie de ces acteurs, quand ils sont sortis de cette saga, ont cherché à tout faire pour déconstruire cette image. Avec des choix de carrière quand même, je trouve, assez intéressants. De mémoire, il avait fait le film Cosmopolis, un film d'auteur où il se balade dans une voiture, dans un monde qui part en couille. Je ne l'ai pas vu. Ah je ne connais pas. Mais qui a l'air déjà très intéressant. Et quand j'ai vu la bande-annonce et le pitch, je me suis dit, ah oui, d'accord, on est sorti du rôle qu'il avait pu garder. Et quand The Lighthouse est apparu, un film en noir et blanc, filmé en format presque carré, avec Willem Dafoe en mode huis clos, je me suis dit que ça pouvait vraiment être très intéressant de voir cet acteur dans cet exercice-là. Ouais, c'est vrai ce que tu dis par rapport à Robert Pattinson. Il y a beaucoup d'acteurs qui sont classés là-dedans, dans ces films un petit peu pré-ados, parce qu'ils ont cette image-là, et puis que Twilight a eu un succès de malade aussi, je pense. C'est le souci des sagas, en fait. Ouais, enfin, on le voit clairement, par exemple, avec Harry Potter, il n'y a aucun des acteurs d'Harry Potter qui peut faire autre chose maintenant. Les spectateurs sont souvent durs quand même avec ça. On a tous le souvenir quand on a su qu'il allait être Batman, mais le nombre de personnes qui sont venues me voir, alors moi en tant que gros fan de Batman, toi aussi en plus, que « Ah, tu te rends compte, c'est Robert Pattinson qui va devenir Batman ?» Ouais, et « Bah Robert Pattinson quoi, Twilight ?» Bah je sais pas, j'ai jamais vu. Mais putain, mais Twilight quoi, le vampire. Mais non, je l'ai jamais vu. Donc moi j'avais pas d'a priori sur ce mec-là. Et puis dans l'inconscient collectif, c'est même pas Robert Pattinson, c'est le mec de Twilight. C'est ça. C'est horrible. C'est horrible pour lui. Ouais. Bah sans spoiler, le Batman est excellentissime oui, quand même. Bah moi je suis hyper fan aussi, Ouais. j'ai pas eu de problème avec l'acteur, mais on se fait toujours toute une montagne dès qu'il y a quelqu'un, ça me rappelle Miley Cyrus dans Black Mirror. Ah mais tu te rends compte, toi, Miley Cyrus dans Black... Bah ouais, mais en fait je la connais pas, j'écoute pas ce qu'elle fait, j'en sais rien. Bon, j'ai vu l'épisode, il était mauvais, mais c'était pas sa faute. Je suis pas... Non mais... Oui, j'entends. C'était cool, enfin elle joue bien quoi, je veux dire, j'ai pas eu de problème avec elle, mais on se fait souvent toute une montagne par rapport à l'image ou d'où les acteurs sortent, parce qu'avant ils ont été chanteurs, ils ont fait des sagas à la con. Bon. Bah la crainte qu'on a, c'est un peu le coup de pub aussi, c'est le côté je sors de mon étiquette pour faire vendre quelque chose avec mon étiquette à moi. C'est un peu ça qui est redouté généralement dans ces trucs-là. Peut-être, mais moi, avec moi ça me dérange pas, j'ai pas... Non, parce qu'en plus généralement c'est intéressant aussi. Bah clairement, moi je parle le cas de Robert Pattinson, il est vraiment parlant. Je trouve que en fait, il arrive à il a clairement démoli cette image. Et il arrive vraiment à faire des films différents, et en plus il le fait bien. Bah tant mieux pour lui aujourd'hui. Et ça me fait penser, d'ailleurs on a parlé d'Harry Potter, Daniel Radcliffe, l'acteur d'Harry Potter, qui fait pareil,
avec moins de succès malheureusement pour lui, parce que la saga lui colle vraiment trop Oui. à la peau, qui déconstruit complètement sa carrière avec des films complètement barrés, Oui, où beaucoup il de joue films d'auteurs anglais. Ouais. des films d'auteur, des films avec des concepts assez fous, faut dire ce qu'il y a. Et c'est intéressant quand même de voir ça. C'est intéressant de voir ces gens sortir un peu de leur zone de confort et faire des trucs complètement différents. Il y a quand même quelque chose à voir. Bon, maintenant qu'on a fait le tour de Robert Pattinson, je te propose qu'on parle de William Dafoe, mais est-ce qu'il y a vraiment besoin? Est-ce qu'il y a besoin de présenter Willem Dafoe? Je ne pense pas. Cet acteur intergénérationnel, je pense que toute génération connaît cet acteur, mais pas forcément pour le même film. Oui. Il a tellement une carrière longue et incroyable, ce gars. Puis Bon. il a joué tout en fait. Il a tenu tous les rôles. Quand même plus du méchant, enfin plus du truc un peu barré. Il a quand même une tête qui... Ah bah il a la tête de l'emploi On aussi. l'a rarement vu en héros. Oui, c'est sûr. Il a moins des rôles positifs, mais quand même il en a fait. Il en a fait 2-3 quand même. Je trouve que c'est vraiment un acteur caméléon un peu. C'est vrai qu'après on a tous un souvenir de lui dans un rôle marquant. Par contre, c'est vrai que c'est fort. Notre génération, c'est forcément le Spider-Man. C'est forcément le bouffon vert. Et à chaque fois que je le revois dans un film, j'ai toujours cette image du Oui. bouffon vert. Je te propose qu'on passe maintenant au synopsis du film. Qu'on parle un petit peu de l'histoire. Une tâche ardue. Pas facile, je te souhaite bonne chance. Très succinctement, le film nous montre 2 gardes de phare qui prennent leur garde pour 4 semaines. On comprend rapidement qu'ils vont être en autonomie et en totale autarcie pendant ces 4 semaines-là. C'est difficile d'aller plus loin. Le film, même dans son entièreté, se résume à ça. On est vite sur un huis clos de 2 personnes qui vont en chier, entre guillemets. Ils se connaissent pas aussi, on l'a pas précisé. Donc forcément, le film commence là-dessus, on connaît pas leur passé, et c'est un peu le charme du film. Ils vont apprendre à se connaître, et du coup, le spectateur va aussi apprendre à les connaître. Et le film se résume à ça. Tout le film est bouclé dans ce petit résumé. Après, il se passe plein de choses, on va y venir. Mais vraiment, le gros du film est tracé dans cette petite phrase. Donc dans cette première partie, on apprend à connaître les personnages. On comprend vite qu'il y a le gardien du phare en chef, Thomas Wake. Joué par William Dafoe. Willem Dafoe, tout à fait. Et son wiki, comme ils disent. Donc, Son apprenti, on peut dire. Son apprenti, son larbin. Sous-fifre. Qui se prénomme Ephraim Winslow. La première partie nous montre la dure vie de gardien de phare, avec Thomas Wake qui se joue un peu tyrannique, très dur avec son voire cruel. wiki. Et Ephraim Winslow qui fait toutes ces tâches, comme ils disent, journalières, des tâches très dures. Il doit pelleter du charbon pour alimenter une machine à vapeur, nettoyer la maison, réparer la maison. Mais la seule chose donc qu'il n'a pas le droit de faire, c'est d'accéder à la lanterne du phare. On comprend vite que ça va être un peu la quête de ce personnage. Il fait que des tâches ingrates et il a cette interdiction d'aller tout en haut du phare et de voir la lumière. Et cette envie de le faire. Ça sera la quête du film. Dès le tout début de cette partie, le personnage joué par Willem Dafoe, donc Thomas Wake, le commandant de la garde du phare, nous présente tout de suite sa vision idéologique et un peu la mythologie du marin de la fin du 19e siècle, avec des sortes de sermons-poèmes avant le repas qui parlent des marins disparus en mer. Comme il le dit lui-même, le côté un peu sacré des mouettes, parce que c'est l'esprit des marins morts en mer. On sent toute la volonté du réalisateur d'amener à ce moment-là toute la mythologie un peu marine, des sirènes, des monstres dans ce film, mais ça lui sert aussi pour nous poser cette ambiance un peu merdique, horrifique presque, là-dedans. Et du coup, ce monde qui nous est amené rentre tout de suite en opposition avec le personnage du second, donc d'Ephraim Winslow, joué par Pattinson. Alors on le comprend dès le début, mais c'est amené un peu plus loin. Lui ne vient pas du tout de ce milieu-là, il était ancien bûcheron dans le Canada. Dans cette partie, on nous pose une relation entre les 2 personnages qui est déjà tendue. Oui, avec ses interdits et les attentes du commandant. Il y a 2-3 détails qui se passent dans cette partie. Winslow trouve une petite statuette en arrivant dans le gîte. Alors il y a toute un espèce de mythe par rapport à cet petit objet sculpté. Et surtout, on comprend que le mythe de la sirène, en fait, c'est quelque chose qui revient par le personnage de l'ancien second du capitaine qui est évoqué, comme quoi il aurait perdu la raison, et ne parlant que de superstitions, de monstres marins et de sirènes. Et on apprend aussi qu'il est décédé. Oui. Alors du coup, cette première partie, elle est un peu dense quand même, parce que ça représente la moitié du film. Qu'est-ce que t'en as pensé, Jérémy ?
Alors pour cette première partie, il y a un petit temps d'adaptation. Alors déjà au niveau de l'image, alors faut préciser que c'est un film qui est entièrement en noir et blanc et qui a un format très particulier. Alors je sais pas s'il y a eu deux versions ou une. Moi je l'ai eu en version album, en 4 quarts quoi. Oui, oui, c'est du... alors le format exact, c'est du 1/19 1. Ouais, mais j'ai vu qu'il y avait aussi du 4 tiers. Alors moi je l'ai pas eu en 4 tiers, Non, moi non plus. je l'ai eu en carré. Ah, c'est vraiment le tout début du cinéma, ce format. C'était un standard du premier cinéma parlant. On sent ce vœu. Oui. Il y a beaucoup d'allusions à ça, on va en parler. Alors, cette image en 4 4 ça fait vraiment bizarre, ça fait très pochette d'album. Surtout en noir et blanc. Il y a plein de moments où je me suis dit, tiens, là, on ferait pause et on mettrait le nom d'un groupe, ça fonctionnerait. Passé ce temps d'adaptation, j'ai déjà, dès le départ, trouvé beaucoup de longueur. J'ai eu du mal à rentrer dedans. Bon, ça sera valable pour la totalité du film. La prestation des acteurs est irréprochable. Que ce soit pour l'un ou pour l'autre, c'est magistral, j'ai rien à dire là-dessus. Par contre, c'est vrai que tout ce qui se passe est très lent. Cette petite couche horrifique, je trouve qu'elle est pas assez. Elle est pas assez présente pour moi. Alors quand je dis horrifique, c'est vrai que dans la première partie, c'est peut-être pas encore trop le cas, mais il y a déjà des petits... Il y a cette ambiance un petit peu thriller, Un petit peu inquiétant. inquiétante qui est là. J'avais déjà du mal dès le départ, j'ai trouvé ça trop long. Je vais te laisser donner ton avis sur cette partie-là. Alors moi, alors je suis totalement d'accord avec le format. Le format de l'image donne vraiment un côté très photographique, très album. Je suis d'accord. Dès le début, on voit les deux de dos avec juste la lumière du phare au loin. C'est vraiment, je trouve qu'il y a vraiment un côté graphique hyper intéressant. Alors déjà, il y a ce choix de noir et blanc avec un contraste très poussé. Les noirs sont extrêmement noirs. Les scènes qui sont tournées de nuit, là pour le coup, sont vraiment tournées de nuit. Dans certains films, on a souvent l'habitude en fait des scènes tournées de jour avec un filtre bleu. Là non, on est filmé de nuit avec quelques projos par-ci par-là. Bon, après ça s'est déjà vu dans d'autres films, hein, c'est pas une nouveauté, mais je trouve que là ça fait vraiment le taf. En plus il y a ce côté très granuleux de la pellicule. Donc pareil, ça c'est clairement un hommage à l'ancienne école du cinéma, on va dire. Mais pour l'image, j'ai trouvé que ça marchait vraiment très bien, c'était assez percutant. Hein. Et du coup, cette première partie, moi, ce que j'ai bien aimé, c'est le côté où les choses s'installent. Dès le début, on sent que quelque chose ne va pas. Et vraiment, cette tension dans cette première partie monte vraiment crescendo, en fait. Au début, on a le côté un peu mystérieux du gardien de phare qui veut pas laisser l'accès à la lentille. Le côté second qui va se faire exploiter, clairement. C'est affiché dès le début, on pense que ça va peut-être changer parce qu'en fait, faudrait qu'il fasse ses preuves. Et non, en fait, les choses s'installent comme ça et on sent on arrive à sentir avec le personnage, notamment de Winslow, de Pattinson, que clairement la tension monte en fait. Le côté répétitif de toujours faire les trucs, ça le pèse et on sent ce poids augmenter au fur et à mesure du film. Alors, c'est vrai que contrairement à toi, j'ai vu la volonté de faire ressentir tout ça, mais ça n'a pas fonctionné avec moi. Je- on sent le côté exploitation, le côté long, ils sont seuls, la solitude aussi, ça fait partie Oui, du champ lexical du film. Je sais pas, il y a un truc qui n'a pas fonctionné et j'ai trouvé que tout était pas assez pour que je rentre dans le personnage et que je sois à leur place. J'ai pas souffert en fait. J'ai juste trouvé ça long. après, j'ai pas non plus, comme un épisode qu'on a fait, Boys Afraid, j'ai pas souffert à la place des gens. Hein. Je trouvais qu'on sentait ce côté-là. Après, est-ce que ça se transmettait beaucoup? Non, pas vraiment, parce qu'il y a le côté, je trouve, ce côté historique, ce côté film ancien, petite vignette noir et blanc, avec une époque assez lointaine, ça crée une légère barrière, une légère distance. On se dit, oui, bon, c'était une époque pourrie, voilà. On a un peu plus de mal à s'identifier, on va dire. Mais je sais pas, c'est à l'époque qui m'a dérangé. J'ai vu d'autres choses. Ça m'a fait penser à autre chose. Je sais pas si tu as vu The Terror, Non, la série. il faut que je la voie. Alors pour ceux qui connaissent pas, moi j'ai beaucoup aimé. Ça se passe à peu près à la même époque, si je dis pas de bêtises. Dans ces eaux-là, oui. Et par contre, ça se passe que dans un bateau, quasi que dans un bateau. Et il y a un peu cette ambiance-là, avec des trucs horrifiques, avec pas mal de choses autour. Mais pour le coup, ça marche beaucoup mieux dans ce côté inquiétant et cette ambiance malsaine, beaucoup mieux. Bon, ça m'a fait penser à ça. Pour la première partie, je pense qu'on a donné notre avis. On va passer à la seconde. Tout à fait. Je te laisse nous raconter Allez. cette seconde partie. Tout d'abord, je vais juste faire un lien avec la fin de la première partie. Thomas Wake, le vieux gardien de phare, explique à Winslow que les mouettes sont des animaux qu'on doit protéger parce qu'elles
Elle garde l'âme des anciens marins, et quiconque tuerait une mouette serait damné, maudit. À la fin de cette partie, Winslow, dans toutes ses tâches ménagères, essaie de prendre de l'eau, disons une sorte de citerne à côté du truc. C'est ça. Et l'eau est souillée, disons, et découvre qu'une mouette est morte dans la cuve. À ce moment-là, une mouette qu'on a déjà vue par le passé... Petit détail, une mouette borgne. Parce qu'il y a un truc avec ça dans le film. Donc une mouette borgne vient attaquer Winslow, lui donner des coups de bec. C'est vrai qu'on l'a oublié de le dire, mais cette mouette a été déjà apparue auparavant pour empêcher un petit peu Winslow de faire ses tâches. Winslow, dans son exaspération générale due à l'accumulation de toutes ces tâches ingrates et difficiles, prend la mouette et l'explose. Mais alors, il y a une scène d'une violence. Il explose la mouette sur le rebord de la cuve et la laisse pour morte. Et on se doute qu'il va lui arriver des trucs, du coup. D'où la mise en garde d'avant, on pense qu'il y aura peut-être quelque chose. À ce moment-là, on a un plan sur la girouette qui est au-dessus de la maison du phare. On aperçoit le vent tourner. Ce qui annonce une tempête. Donc sans surprise, la tempête s'abat. Les deux personnages commencent à se saouler. Alors au début, c'est pour fêter leur dernier soir de garde. Le lendemain, personne ne vient les chercher à cause de la tempête. Il y a trop de houle. La tempête fait rage, et du coup, on comprend vite qu'aucun bateau ne pourra accoster sur leur île. Ensuite, le personnage de Winslow commence à avoir des hallucinations, et il trouve une sirène échouée sur le bord de la plage. Il prend peur, il revient au chalet, et Wake lui annonce qu'ils n'ont plus de rations, et qu'ils sont bloqués ici depuis des semaines. Wake lui avoue à son wiki qu'ils ont des rations enterrées, donc il commence à sortir les rations, et en fait, ce n'est que de l'alcool. Donc à partir de maintenant, ils sont très souvent ivres, et plus ils sont ivres, plus ils ont des hallucinations, et plus le film est exponentiel. Dans cette partie, l'obsession pour Winslow de pouvoir accéder à ce qui lui est interdit, donc la partie de la lentille, devient très 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 obsessionnelle. On comprend vite qu'il pense qu'à ça et que c'est la seule chose qu'il a envie d'essayer. En essayant d'accéder à la lentille, Winslow découvre que Wake est totalement nu dans la salle de la lentille, avec des bruits qui pourraient nous suggérer une scène sexuelle. Et il voit à ce moment-là une sorte d'énorme tentacule de pieuvre passer au-delà du caillebotis. Et c'est là où le film commence vraiment à partir dans le côté weird de la chose. Ensuite, on a une succession de scènes où les deux s'aiment et se détestent, ils font la fête, ils dansent, et puis finalement, ils s'aiment plus. Et Winslow avoue à son chef qu'il a une fausse identité et que son vrai nom est Thomas Howard et qu'il a pris l'identité de son ancien chef, de son ancien boulot, qui est en train de se noyer, si j'ai bien compris. En fait, il l'a laissé mourir. Il l'a laissé mourir. Et donc, par culpabilité, il s'est senti mal et il a pris finalement l'identité de ce personnage-là. Je te propose qu'on arrête pour cette partie-là. Qu'est-ce que t'en as pensé ? Alors, cette partie, pour moi, elle est assez intéressante parce qu'on a vraiment la mythologie du récit fantastique de cette époque. C'est vraiment le début des hallucinations. On est dans le dur des hallucinations, il y en avait déjà eu un peu au début. Là, dans ces hallucinations-là, on n'arrive pas à savoir si c'est des rêves, si c'est vrai, si c'est juste une hallucination. Et surtout, il y a ce côté qui arrive dans le film, qui prendra à la suite beaucoup de place. On n'arrive pas à savoir qui est fou. Qui est le plus fou des deux ? C'est vraiment le mystère. D'un côté, on a l'impression que le capitaine, lui, il tient encore la baraque, et son second, il a complètement décartonné. D'ailleurs, avec cette référence, dire ça fait des semaines qu'on est là, ça fait des semaines qu'on vient pas nous chercher, il y a plus de bouffe. Et en fait, ce des semaines, on comprend pas trop. En fait, on a l'impression que ça fait peut-être 4 mois qu'ils sont sur ce phare. On n'en sait rien. D'ailleurs, Thomas Wake, le capitaine, raconte l'histoire de 2 gardiens de phare qui sont dus à une tempête, ont dû rester plus de 7 mois sur une île, en autarcie. Donc c'est vraiment le côté très Lovecraftien, en fait. Moi, j'ai trouvé dans ce truc-là. C'est vrai. Après, je pense que le film se veut un hommage à tout cet héritage-là. Il se passe des choses folles, mais on a quand même ce côté introspectif à dire mais qui décartonne là ? Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'il se passe vraiment des choses folles ? Est-ce que c'est juste un tour de l'esprit des gens ? Est-ce que quelqu'un est fou et essaie de rendre fou l'autre ? On est vraiment dans ce côté où on brouille complètement les pistes à ce moment-là. Et j'ai trouvé que ça, c'était vraiment intéressant. C'est pas un style que j'adore, que j'affectionne le plus au monde, mais de le voir à l'écran, c'est toujours bien de le voir, je trouve. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi ? Alors j'ai ressenti aussi cette volonté de brouiller les pistes,
Je me suis même demandé si à un moment donné, on n'allait pas voir qu'il y avait qu'une seule personne. J'ai- On peut à ce moment-là se dire qu'il y a un petit côté Fight Club dans le truc et se dire ah, est-ce que ça serait pas lui vieux ou l'ancien qui se voit lui jeune arriver. Il y a tellement d'hallucinations dans ce type de film qu'on peut avoir des renversements dans tous les sens. Tout est possible en fait. De toute façon, à partir du début de la tempête, vraiment tout est possible. Et puis on est sur un film à 24, donc on commence à être rodé. On sait que tout est possible. Ce que j'ai noté sur cette partie aussi, quand il trouve la sirène, visuellement ça m'a beaucoup plu, c'est très horrifique, j'aurais préféré qu'il y en ait un peu plus de ça. Et juste après qu'il ait trouvé la sirène, quand il part et qu'il court sur les rochers, je sais pas si t'as fait gaffe, une scène très, très Charlie Chaplin. Ça m'a fait penser vraiment dans cette volonté de vieux film de format 4:4 comme ça. J'ai vraiment trouvé qu'il y avait un côté Voyage dans la Lune de Méliès aussi. On Avec un voit, plan assez large. et puis on voit au niveau du nombre d'images par seconde, il court un petit peu. C'est très théâtral cette scène, c'est bizarre. Et il n'y a pas d'autres scènes comme ça dans ce film-là, mais ce passage quand il court sur les rochers est assez. Oui, c'est vraiment un clin d'œil à un ancien cinéma, on va dire. À une ancienne école. C'est ça. Et dans ce passage-là, j'ai aussi noté la scène de tentative d'assassinat de Wiki sur son chef, qui est vraiment pas mal. Il y a un gros plan sur l'œil de William Dafoe qui regarde vraiment à un endroit spécifique et à un autre endroit spécifique et qui comprend que son Wiki est en train d'essayer de lui voler la clé et de l'assassiner. Et la scène est vraiment bien filmée. J'ai pas grand chose à dire à part ce passage-là. C'est vrai que on l'a dit dès le départ, on est sur un film qui s'apparente un peu à ce qu'on a pu faire avec Bo is Afraid. On est sur du weird. On sait qu'on a des scènes qui nous seront pas expliquées. On a l'habitude avec ce type de film. Faut les prendre comme elles sont et c'est assez clivant. Soit on rentre dès le départ, soit on rentre pas. Ah, si on a du mal à rentrer dès le départ, je pense que le film doit être vraiment corsé, on va dire. Ouais. Et Je c'est pense. c'est C'est un un peu ce peu qui ton s'est cas. passé. Ouais, c'est ce qui s'est passé pour moi. Moi, tout de suite, en vrai, j'avais adhéré le côté vraiment décalé avec un truc. C'est marrant, mais des films comme ça, quand on énonce le pitch, on a l'impression qu'on l'a déjà tous vu. Mais je trouve quand même que le film a vraiment une identité propre, avec un truc qu'on voit pas souvent. Et moi, du coup, ça m'avait tout de suite, j'avais adoré ce côté vraiment en décalage avec ce qui se fait ailleurs, quoi. Du coup, moi, j'étais complètement entré dedans Ah mais je peux comprendre. Hein, et à c'est vrai partir du que moment où on a réussi à se faire accrocher à la première partie, je pense que les autres après viennent bien aussi. Donc pour conclure cette partie 2, on est vraiment un peu dans le jeu du chat et de la souris, à savoir qui essaie de flouer qui. On n'arrive pas trop à savoir si c'est le second qui se fait avoir par le capitaine ou le capitaine qui se fait avoir par le second. D'ailleurs, avec une petite scène où on comprend que l'ancien second est peut-être mort et a peut-être été tué par le capitaine et son corps est encore sur l'île. c'est ça, Winslow trouve dans un piège à homard la tête de l'ancien Wiki qui aussi est borgne. Il y a une espèce de champ lexical du borgne. Les mouettes sont borgnes. Il se On passe arrive à plein de comprendre que choses. peut-être que la mouette, c'est peut-être la mouette borgne est peut-être la réincarnation de Ah l'ancien oui, j'y ai pas Wiki. pensé. Oui, c'est vrai. C'était peut-être ça le clin d'œil. C'était peut-être ça. Bien joué. C'est un sacré jeu de mots, joli. Le clin d'œil du borgne. Dans un excès de folie, le Wiki, donc le second, essaie de s'enfuir avec une barque alors que la tempête fait encore rage et que l'île n'est toujours pas accessible. Essaie de s'enfuir avec une barque. Et une scène Très Shining. très Shining où le capitaine arrive avec une hache et défonce la barque pour qu'il ne s'enfuit pas et qu'il reste avec lui, comme il le dit. S'ensuit une course-poursuite jusqu'au chalet. Ils retournent à leur habitation habituelle. Et là, ça part vraiment en cacahuète à partir de ce moment-là. Là, on est vraiment dans le climax de la folie des deux personnages, d'ailleurs. À ce moment-là, on comprend que leur survie est compromise, en fait. L'habitat est HS, la nourriture est HS. Et à ce moment-là, précis du film, le second découvre le registre du capitaine, Le journal de bord, ouais. où est écrit, en termes pas très élogieux, que son second ne fait pas du tout l'affaire, et qu'il demande un licenciement sans salaire, de par son incompétence. Cette révélation va donner lieu à des disputes de plus en plus violentes entre les deux personnages et des hallucinations de plus en plus barrées. Winslow voit son chef en sirène. Il revoit la sirène qu'il a trouvée sur la plage à la base. Avec une scène un peu étonnante de Winslow qui fait l'amour à cette sirène sur la plage. C'est ça. Juste après cette scène, le capitaine le prend sur le fait par la main et avec une scène, on en reparlera, mais un joli clin d'œil à une peinture
Le regard du capitaine éclaire littéralement le visage du second. Le second prend l'ascendant sur le capitaine, essaie de l'enterrer vivant, mais ne termine pas ça. Le capitaine revient dans ce qu'il reste de la maison, ensuite une bagarre, et le second prend la hache et lui met un coup de hache dans la tronche, clairement. Et tue son capitaine. Et voilà. Si vous êtes encore là, merci. À ce moment-là, pour le second, il n'y a plus aucun verrou pour accéder à cette lentille. Dans le phare, il grimpe tout en haut, ouvre la porte, accède à la lentille. Et s'ensuit une scène A24. Où on a l'impression que le second exulte de joie. Ouais, une sorte d'extase et d'orgasme. D'extase qui dérape vite vers une scène d'agonie, on va dire, où enfin, de folie frénétique, et puis après d'agonie complète. Tombe du phare, et le film s'arrête à ce moment-là. On a un blackout, l'image revient, et là on a la dernière scène du film où on voit le wiki allongé, encore à moitié vivant, mais quand même mal en point, et en train de se faire bouffer par des mouettes, avec les organes à l'air, voilà. Et fin du film. Et fin du film. C'est un peu dur pour nous de vous expliquer tout ce qui se passe, parce que le film est vraiment barré, c'est vraiment... c'est un peu prétentieux de dire ça, mais c'est vraiment une expérience. Ouais, c'est ça. Il y a plein de choses, ça part un peu dans tous les sens, donc on essaie d'être concis et de pas trop long. Mais après, comme d'hab, j'espère que vous avez vu le film, ou alors allez le voir, parce que c'est quand même quelque chose à vivre dans sa vie. Du coup, qu'en as-tu pensé ? Alors moi, cette dernière partie, je vais être franc avec toi, je l'ai déjà dit plusieurs fois pendant l'épisode, j'étais déjà plus là. C'était trop long pour moi, il se passait pas de choses assez... Je sais pas, tout est pas assez violent, peut-être pas assez horrifique. Je me suis pas mis à la place des personnages à aucun moment, j'ai trouvé ça trop neutre. Bon, la fin, je m'attendais à un truc dans ce style. C'est vrai que quand on est habitué à ce type de film, on sait aussi un petit peu à quoi s'attendre. Je m'attendais pas à avoir plein de révélations et à avoir un truc à la fin et dire « Ah, mais c'était pour ça !» Non, ça arrive pas dans ce genre de film. On est sur de l'expérimental. C'est comme tu l'as dit, c'est une expérience. J'ai pas... C'est malheureux, j'ai pas grand-chose de plus à dire. Non, mais j'ai un petit peu subi le film. Et oui, mais je pense que c'est déjà, si la partie 2, tu commences à décrocher, je pense que la partie 3, c'est... On a envie que ça se finisse. Alors, le film est pas très long, pourtant il fait 1h50. Oui. Si je dis pas de bêtises. Ouais, pourtant ça m'a paru bien plus que ça. Et toi, qu'est-ce que t'as pensé de cette fin ? C'est vrai que par rapport à la partie 2, où je trouve que il y a vraiment le côté halluciné qui arrive et on sait pas trop, je trouvais que la partie 2 était peut-être un peu plus subtile que la partie 3. La dernière partie, c'est vraiment... ça pourrait presque aller trop loin. Peut-être. D'un côté, je trouve que comme conclusion à un film complètement fou et complètement barré, que ça finisse complètement en hallucination totale avec des scènes, la scène du gardien qui prend son second par la main et où il y a il y a vraiment un temps d'arrêt avec cette scène de l'éclairage dans la gueule du second. Au moment où ça arrive, on se dit wow, que se passe-t-il ? Il y a vraiment des scènes comme ça, je trouvais assez marquantes. C'est pareil, la scène où déjà il essaie d'enterrer vivant le capitaine, et au final le fait pas. Et au final, la vie du capitaine s'achève par juste un coup de hache comme ça, presque involontaire. On sait pas s'il le fait pas parce qu'on a l'impression aussi qu'il croit que c'est bon, il est crevé et il a peut-être pas à le faire, je sais pas, c'est assez bizarre. Peut-être, oui, peut-être. C'est vrai que... comme de toute façon dans ce film, les clés ne sont pas données du tout, Non, donc non. on ne saura On jamais. n'est pas là, on n'est pas là pour ça. Mais j'ai vraiment trouvé ce côté hallucination totale, en mode bad trip collectif, j'ai vraiment trouvé ça vraiment bien. Même avec cette scène de fin où il arrive dans la lentille et on a l'impression qu'il se fait consumer par ce qu'il allait chercher depuis le début, j'ai vraiment trouvé ça assez fort, assez marquant quand même. On sent qu'il y a une volonté symbolique dans le film, que ce soit comme tu l'as dit avec les scènes qui font très peinture connue, ou là aussi avec la lumière, l'extase. Cette volonté symbolique, je trouve qu'elle est mal amenée. Il n'y a pas de clé, mais ouais, il n'y en a pas du tout. Il n'y en a presque pas assez. Peut-être pas assez, oui. Tu vois, dans un film d'Ari Aster, il y a aussi cette volonté comme ça, mais c'est peut-être plus explicite. Après, dans Ari Aster, je pense que la volonté de mettre les clés, mais de les cacher, elles y sont aussi, peut-être. Ouais, là, c'est peut-être encore plus expérimental et encore là, j'ai l'impression plus... que la clé, on n'a même pas cherché à la cacher dans le film. Ouais, c'est encore plus what the fuck, ouais, peut-être. Après, moi, c'était vraiment le côté, là, on est vraiment dans une dimension mythologique, mais au sens propre, quoi. Là, on est vraiment vrai. dans la mythologie grecque.
Enfin, on a la lumière, on pourrait peut-être apparenter ça à Icar qui va se rapprocher trop du soleil et qui complètement se brûle. Là, au final, c'est exactement pareil. Et puis surtout, en plus, avec cette scène de fin, c'est vraiment l'histoire de Prométhée. Oui, complètement. C'est Ouais. c'est littéralement ça, en fait. Prométhée, qui, ayant donné le feu aux hommes, se fait condamner à se faire bouffer le foie par des corbeaux jusqu'à la fin de sa vie. C'est ça. Là, on est littéralement là-dedans. Je trouvais ce côté mythologie amené à la fin, j'ai trouvé ça assez intéressant, quand même. On va passer à ta part du gâteau. Yes. Qu'est-ce que t'as pensé de la musique du film? Alors la musique de ce film, donc elle a été faite par Mark Corven, qui a aussi bossé sur The Witch, pour le lui-même réalisateur, et sur d'autres projets plus méconnus, on va dire, pour être gentil, plutôt Oui. nanardesque presque. On peut dire ça. Niveau musique, on parle même pas trop de musique, il n'y a pas de thème musical, ou voire très peu, c'est de la musique d'ambiance. Oui, voilà, c'est ce que j'allais dire, c'est plus une ambiance sonore qui est très présente au final. Alors qui est très présente, par contre, pour moi, qui est très cliché, je sais pas si ça m'a pas aussi fait sortir un peu du truc. On a vraiment les codes du vieux slasher ou du vieux film d'épouvante avec... En fait, c'est très Hitchcockien. Je sais pas si t'as remarqué, je sais pas si ça fait cet effet-là. On a les cuivres qui arrivent là, dès qu'il y a une scène un petit peu... Poum, poum, tu vois ce que je veux dire, les Oui. violons. Non, oui, mais je suis totalement d'accord, hein, mais ça m'a pas dérangé. Moi non plus, c'est dans l'ambiance du film, on l'a dit, il y a un côté vieillot qui est voulu là-dedans, et la musique, ouais, elle s'y prête, mais c'est vrai que ça fait un peu bizarre de entendre ces codes-là. En tout cas, c'est bien fait. Je trouve que oui, l'ambiance musicale, elle est quand même très présente et assez bien branlée, je trouve, avec ce côté du phare, de la corne de brume. C'est qui ce que sonne, j'allais en parler. On a cette corne de brume qui est tout le temps, plus ou moins présente, je sais pas combien de fois elle y est pendant le film. ça peut même limite être dérangeant, mais je pense que c'est dérangeant, ça sert le propos. En plus, C'est ça voulu pour nous saouler de la même façon qu'eux. Ça marche pour illustrer le propos. J'ai pas grand chose à dire de plus. Sur la musique, il y en a tellement peu. Oui, après, c'est pas un film avec un thème musical poussé, non. C'est que de l'ambiance et c'est bien géré. Et ça sert le propos. Petit fait intéressant, le film se base sur une histoire vraie. Alors, s'inspire d'une histoire vraie, parce que l'histoire qui s'est vraiment déroulée est un peu différente. L'histoire originelle, c'est que deux gardiens de phare gallois se sont retrouvés coincés à cause d'une tempête en garde sur leur île isolée. Le capitaine est mort d'un accident, et le second, étant resté coincé tout seul avec son capitaine décédé à côté, est devenu complètement fou. Il pensait que personne ne croirait à son innocence. Pour ce faire, il a créé un petit cercueil pour son capitaine, l'a suspendu à la balustrade de la maison du gardien de phare. C'est pareil, on ne sait pas pourquoi. À cause de la tempête, ce cercueil s'est brisé. Il ne restait plus que le corps étendu contre la balustrade de cette maison. Et le fait final de cette histoire, c'est que le premier bateau qui a pu passer à côté de l'île a cru qu'un des gardiens de phare leur faisait coucou, alors que c'était le cadavre qui était juste suspendu à la fenêtre. Ok. J'étais pas allé jusque-là dans les recherches de l'histoire originale qui avait inspiré ce film. Ok. Mais on est quand même sur une histoire de folie à cause d'un isolement profond. En autre fait intéressant aussi, par rapport au décor du film, les décors ont été créés de A à Z. L'équipe du film a vraiment construit un phare au large du Canada, en taille réelle. On a construit la cabane avec la corne de brume, la maison des marins, et le phare tout en taille réelle. Et le fait intéressant aussi, c'est que par contre le phare c'était vraiment trop étroit pour filmer dedans, donc elles ont quand même été tournées en studio, les scènes intérieures du phare. D'accord, ok. Tout ça pour ça. C'est ça. On peut parler de l'accueil du film. Alors il a eu quelques prix, enfin il a été nominé en tout cas. Oui. Il a eu un prix des réalisateurs au Festival de Cannes. La critique est plutôt bonne dans l'ensemble. Moi, on va dire moyenne bonne. Voilà, tiède bonne, on va dire. Ça a été reçu comme un film avec de bonnes intentions, mais qui transformait pas l'essai. C'est ce que t'en as pensé toi aussi, je pense. Moi je pense que je suis un peu plus sévère. Moi je suis moyenne moins, moi quand même. Bah, on va passer à la... Quelle excellente transition, on va passer à la conclusion du coup. Alors, qu'est-ce que t'en retiendras de ce film? Alors, je vais être honnête, pas grand-chose. Sur le papier, comme tu me l'avais dit, tu connais mes goûts, donc voilà, il y avait tout sur le papier pour que ça le fasse. On a l'isolement, on a une ambiance un peu horrifique, on a le thème de la solitude, on a plein de choses qui faisaient que ça allait marcher, et ça n'a pas marché pour moi, parce c'est vraiment trop fainéant. Et l'image... Le noir et blanc, tout ça, a pas suffi à rattraper le coup.
Et même la prestation des acteurs qui est exemplaire, vraiment, on le redit, c'est parfait. Et ben ça va pas sauver le film pour moi. Il y a vraiment trop rien. J'aurais aimé que ce soit plus horrifique, soit plus trash, soit que l'histoire ait un peu plus de choses à nous raconter, ou peut-être un peu plus explicite et moins barrée. Je suis pas arrivé à rentrer dans le film. Et j'en viens à me demander, après le visionnage de The Lighthouse, si on n'a pas un cahier des charges à 24. C'est horrible, hein, parce que je suis arrivé à me demander à la fin, j'avais vraiment mon petit cahier à côté avec les cases, et on a la scène de masturbation. On a la scène de sexe un peu weird avec la sirène. On a la scène un petit peu violente. On a la course-poursuite. On a la tentative d'évasion. On a tout le cahier des charges d'un film d'Ari Aster, d'un film même de Julia Decormo. Alors tout, je cite que des films que j'ai aimés en plus. Alors je m'auto-mutile là. Mais j'avais déjà tout vu. Et pareil, dans un ordre un peu aléatoire. J'ai l'impression qu'on a un cahier des charges à 24. Je sais pas. Alors, je te laisse faire ta conclusion. Je sais pas ce que t'en penses. Vous avez 10 minutes. C'est ça. Alors moi, pour plein de raisons, j'ai bien aimé le film, et d'un côté aussi, je comprends ce qui a pu te faire sortir. Clairement, moi, c'est un film, c'est pas mon film préféré, c'est pas un film que j'ai non plus suradoré, mais je suis ressorti avec le petit sourire en coin, le petit sourire aux lèvres, en disant ouais, c'était pas mal quand même. C'était sympa. Pour moi, c'était vraiment une expérience. Premièrement, c'était vraiment une expérience à vivre. Je trouve que des films avec des paris, un format carré, noir et blanc, très austère, avec... je pense que le côté aussi où il se passe pas grand-chose est peut-être voulu par ce clin d'œil à des films un peu anciens, aux films classiques. Ah mais c'est sûr. Et moi, ça m'a pas fait sortir, j'ai trouvé ça intéressant, clairement. Après, des films comme ça, clairement, j'en regarderais pas tout le temps. Non, c'est quand même un film qui est, comment dire, exigeant. C'est, comme tu dis, comme beaucoup de films à 24, si on arrive un peu fatigué, qu'on n'est pas trop dedans, ça sert à rien de le lancer. Je pense qu'on passerait à côté de quelque chose. Et de par ce côté weird, vraiment très, comme je l'ai dit, très Lovecraftien en fait. C'est vraiment quelque chose que... C'est pas qu'on n'a pas l'habitude de le voir, mais c'est que souvent, des fois, c'est mal exécuté aussi. Des films où on se pose la question si la personne est en train d'halluciner ou pas, il y en a plein. C'est plus ou moins bien fait. Et là, non, je trouve que ce côté, on n'arrive même plus, en tant que spectateur, on arrive même à perdre le sens de la réalité. Par exemple, la scène de la sirène où il fait l'amour, on sait même pas si c'est un rêve ou pas. Au tout début, c'est vrai qu'on en a pas parlé, mais dans la partie 1, en fait, il y a une scène avec Pattinson qui voit des sortes de bûches s'arriver sur l'océan, et exact. en fait, sur le coup, on comprend pas. Après, on comprend que c'est un clin d'œil à son ancienne vie, et que lui se noie, et en fait, que c'est exactement ce qu'a vécu son ancien chef, donc il a pris l'identité. On sait pas si c'est un rêve, on sait pas si vraiment ça arrive. Vraiment, le sens de la réalité est très décousu. Et ça, j'ai trouvé ça pas original, mais bien foutu. Et assez bienvenu. Alors après, tu l'as vu en 2019, donc tu l'as vu peut-être avant de voir d'autres films A24 qui sont peut-être un peu plus violents, qui vont peut-être un petit peu plus loin. Et moi, j'ai eu l'impression de voir un Ari Aster Peggy 16, quoi. Tu vois, Ouais, mais j'arrive à comprendre le fait que... le Ari Aster censuré presque. Ou Ouais. ah non, mais là, il fallait aller encore un tout petit peu plus loin et ça passait. Oui, on n'a Et pas mis les curseurs à fond dans ce alors, film. ouais, alors peut-être que, ouais, quand tu l'as vu, t'avais peut-être pas encore vu d'Ari Aster et c'était peut-être le premier où tu t'es dit, waouh, c'est cool ce style-là aussi. Je sais pas. Après, est-ce que aussi il y a une tendance actuelle à faire des films où on pousse maintenant toujours le bouchon un peu plus loin, et que au moment où je l'ai vu, oui, peut-être qu'on faisait pas encore de ça. Il y a de ça. Il y a de ça aussi, Il y a de parce ça. que c'est vrai que il y a un peu la course à la saucisse quand même maintenant à dire, C'est vrai. Non, c'est vrai. à dire, ah, t'as vu, je suis allé encore plus loin. Malheureusement, c'est vrai que c'est pas un style que j'adore, mais dans l'horreur, en fait, on le voit souvent, ça, ce côté toujours plus, faire du toujours plus Ouais. gore, toujours plus truc, toujours Mais plus ça. Ça m'a étonné d'ailleurs de toi d'être allé voir ce film. Il a moins l'étiquette horreur, justement parce que c'est Ari Aster qui l'a fait. Mais ça m'a étonné que tu sois allé là-dedans parce qu'il a quand même une image où on peut s'attendre à ce que ça en soit, non? Mais alors, quand je l'ai vu la première fois, je savais pas du tout que ça allait tourner là-dedans, en fait.
Pour moi, c'était Ok. un huis clos un peu halluciné, d'accord, mais pour moi, il n'y avait pas ce côté horrifique. Mais après, c'est aussi peut-être un des faits que j'ai bien aimé, c'est que le côté horreur est très édulcoré. Comme tu l'as dit, Ah bah non, bah trop pour moi d'ailleurs. voilà, ça va pas. Je pense que voilà, les vrais aficionados du film d'horreur vont rester sur leur faim. Clairement, moi, je suis resté dans ma zone de confort. Il n'y avait pas des jumpscares, ça gueulait pas trop, ça allait bien pour moi. Ouais, non, je suis globalement satisfait. Bah, je te conseille, hein, et je vous conseille, auditeurs aussi, dans cette même veine-là, d'aller voir The Terror. Vraiment, j'en ai déjà parlé, mais on est dans le même. Il y a beaucoup de choses qui se rapprochent. C'est aussi adapté de faits réels. Alors, de bouts de faits réels qu'on aurait retrouvés, parce que l'histoire parle de deux bateaux qui se sont perdus, qu'on n'a jamais retrouvés. Et il y a eu plein de mythologies à l'époque en Angleterre, parce que bah, personne n'est revenu de ça. Et donc s'ensuit plein de, comment dire, de fantasmes fantastiques, avec de la même façon que dans Lighthouse, des hallucinations, plein de choses. Mais ça va... Alors on n'est pas dans l'horreur, attention, on n'est pas dans l'épouvante non plus, mais il y a quand même une ambiance un petit peu malsaine qui va un chouille plus loin. Et j'aurais aimé que ce soit ce petit grain de sel qui manque à The Lighthouse. Et chose que je voulais redire aussi, qui, dans le fait que j'ai aimé le film, c'est vraiment la prestation des acteurs. Euh, Tu l'as dit, c'est irréprochable. William Dafoe, bon, bah, N'a plus rien à prouver. j'allais C'est- exactement dire ça. Et lui, il est arrivé là-dedans, il est dans ses pantoufles. Mais Il complètement. c'est pas il s'en fout, il le fait bien, il le sait, et ça glisse totalement. D'ailleurs, on l'a pas dit, mais il y a une scène de monologue où il va maudire son second. Elle est mais magnifique. On a l'impression vraiment de. Enfin, c'est même pas. Il joue un rôle. J'ai l'impression que chez lui, il est comme ça. C'est magnifiquement exécuté. Je me mets à la place d'un réalisateur qui fait venir ce genre de mecs qui ont tout fait, qui ont un CV long comme le bras, mais, enfin, comme tu dis, il est chez lui, tout va Ah, bien. mais. Je me demande comment, même en tant que réalisateur, bah, du coup, Robert Eggers, c'est son deuxième film. Comment il a fait pour pas se faire bouffer par un mec comme ça? Ouais. Bah, du coup, je pense que c'est. Je pense que Willem Dafoe, c'est quelqu'un de génial en vrai. Et même quelqu'un de bon, en fait, parce que. Il arrive avec tout son bagage, toute sa technique, et il livre un truc, mais au poil. Il bouffe pas l'écran en plus. C'est ça qui est Et fort. alors là, belle transition, mais encore plus pour Pattinson, qui ne se fait pas bouffer par défaut. Parce que ça aurait été, on a un huis clos avec deux mecs, et t'as un mec comme ça en face, t'as vite fait de te faire bouffer, et qu'on ait complètement oublié qui était avec William Dafoe. Ben, c'est ça. Et c'est pas du tout le cas. Et Parce j'allais que en arriver dans Pattinson, il est ouf là-dedans. Et j'allais en arriver, bah, du coup, dans le point positif de ce film, c'est Robert Pattinson, quoi. Pour moi, voilà, à part Twilight et quelques comédies romantiques ou drames romantiques qu'il a pu faire après, pour moi, Pattinson se limitait à ça. Et en plus, c'est des sagas où j'avais aucun affect, voire même que je n'aimais pas du tout. Et Mais tu l'as vu, tu les as vus ou pas? les Parce que c'est- Twilight, j'en ai vu quelques-uns, ouais. Ok, Voilà, je les ai pas tous vus. J'ai vu. On m'a forcé à voir le dernier au cinéma. C'était vraiment un calvaire. d'accord. Mais voilà, j'ai vraiment aucun affect. Je trouve ça vraiment. Je trouvais ça nul, clairement. Il est dans tous? Il est dans Je tout. sais même pas. C'est le personnage principal en Ok, fait. ok. Twilight, c'est vraiment l'histoire d'amour entre lui et l'autre et la nana. Enfin, il y a un troisième. C'est bon. Bah, on va pas s'attarder dessus. C'est pas le sujet de l'épisode. Mais voilà, pour moi, il fallait un film où il déconstruise ça. Il y avait eu Cosmopolis que j'avais pas eu l'occasion, le courage, la volonté de le voir, mais maintenant qui m'intéresse beaucoup d'ailleurs. Et là, c'était vraiment le rôle de déconstruction du personnage, et j'ai adoré ça. J'ai adoré. Qu'on arrive à. Je trouve que vraiment, quand un acteur fait ça, vraiment ce virage à 180, à l'opposé de tout, je trouve que vraiment, on regarde un peu en arrière et on a envie de piétiner un peu ce truc-là. On dit, bon, je suis beaucoup plus que ça, et il y arrive, mais Ah, c'est une magistralement. belle revanche, mais je pense que ça a été compliqué quand même, hein. Pendant pas mal d'années, il a eu cette image-là et Mais ça a malheureusement, comme été on l'a dit au très début. compliqué d'en sortir, mais il y est bien arrivé. Ah non, mais pour moi, je suis extrêmement convaincu, mais malheureusement, en plus, tu vois, cette procession, elle est pas encore achevée, parce que comme on l'a dit en intro, à l'annonce du film Batman, où on dit ça va être Robert Pattinson, je connais la moitié des gens qui m'ont dit ah, mais c'est le mec de Non, mais Twilight. plus de la moitié. Mais gars, il a fait tellement de choses entre temps, mais regardez ce qu'il a fait. Mais regardez The Lighthouse. Le mec de. Enfin, il y a plus. Le vampire de Twilight, il est mort et Non, enterré, ça, on c'est n'en clair. parle plus. Ouais. Et c'est là où je trouve que. Voilà, pour moi, c'est vraiment un très très bon point positif dans ce film. Un beau duo. Ouais, c'est vraiment le duo qui fait tout là-dedans. Et avec en plus le petit bonus, c'est plus un point positif, mais le film en fait qui n'a pas de clé et qui peut être interprété de la manière dont on veut.
Ça aussi, c'est pas mal. Alors, comme d'hab, c'est pas original. C'est des trucs, on l'a vu dans plein d'autres trucs. Mais là, en fait, le film peut être vu de tous les angles différents. Et pas que de trucs en plus. On n'a pas un point de vue, il est fou, il est pas fou. Non, on peut voir ça de partout. Il y Mais a... dans ce truc-là, attention quand même à 24. Parce que là, moi, je commence tout doucement à prendre peur et à me dire que quel que soit le réalisateur, quand on va aller voir un film à 24, on va aller voir le même film. Je commence, ça y est, alors parce que aussi je suis fan et que j'en ai vu pas mal, je commence à avoir cette petite peur. Ouais. J'ai hâte de voir Iron Claw, qui est actuellement au cinéma, qui est aussi un film à 24. Qu'on pourrait pas s'attendre d'ailleurs. Mais justement, peut-être que ça change le truc et que ça me réconciliera. Eh bien voilà, c'était The Lighthouse. Et pour une fois, on n'a pas été d'accord. Exactement. Donc vous viendrez pas nous le reprocher. Et ouais, alors au niveau des choix des films, on enchaîne des trucs, plein de choses qui ne se ressemblent pas. Non. C'est tout à fait volontaire de notre part. Mais quand même, si vous avez un film qui vous tient à cœur et que vous voulez qu'on le traite, dites-le nous. Ah ouais, ça sera Aucun avec plaisir. problème. Vraiment, ça sera avec plaisir. Comme d'hab, n'hésitez pas à vous abonner, à nous suivre sur Instagram, Facebook. On a même une chaîne TikTok, on essaie de la lancer. Ouais, ça y est. Alors, pourtant, on est vieux, donc on galère. Hein. Mais on s'accroche. Et on vous fait des gros bisous et on vous dit à très bientôt. À la prochaine.